Le gaz naturel est en train de devenir la deuxième source d'énergie consommée dans le monde. Je vais donc aujourd'hui vous proposer un tableau de bord de cette ressource énergétique et analyser les divers risques associés à ce marché du gaz, notamment en Europe. Voici une carte des principaux pays producteurs de gaz naturel en 2005. La Russie, qui produit à elle seule 22% du total mondial en 2005. L'Amérique du Nord, avec respectivement 19% pour les États-Unis et 7% pour le Canada. Viennent ensuite l'Algérie, le Royaume-Uni, la Norvège et l'Iran, avec un petit peu plus de 3% chacun. Puis entre 2 et 3%, notamment pour l'Indonésie, l'Arabie saoudite et le Turkménistan. Maintenant, qui consomme ce gaz ? Les États-Unis viennent en tête. En 2005, ils représentaient 23% de la demande mondiale de gaz, suivis par l'Union européenne, la Russie, l'Iran et le Japon. L'Amérique latine, l'Afrique, l'Asie ne représentent qu'une faible part de la consommation mondiale de gaz naturel, mais c'est dans ces régions que l'augmentation de la demande est la plus forte. Alors comment transporte-t-on le gaz du producteur au consommateur ? Déjà, il existe plusieurs différences entre le pétrole et le gaz. Le gaz naturel est un mélange d'hydrocarbures dans la composition duquel domine le méthane et qui n'existe pas naturellement sous forme liquide, ce qui a plusieurs conséquences. D'abord, alors que le pétrole est surtout transporté par mer et que les tankers permettent de livrer ce pétrole n'importe où dans le monde, le gaz, lui, est surtout transporté sur terre par gazoduc et ce sur des distances plus courtes. Cela explique pourquoi il n'existe pas un marché mondial du gaz, comme pour le pétrole, mais plusieurs marchés régionaux, américains, européens ou asiatiques. Les prix du gaz varient d'ailleurs d'un marché à l'autre, notamment en fonction de la distance parcourue. Deuxième conséquence, un gazoduc est une infrastructure fixe qui, du producteur au consommateur, traverse parfois plusieurs pays. Donc, le transport du gaz exige une relation de confiance entre le producteur et le consommateur, car en cas de tension politique, il y a un risque de rupture dans l'approvisionnement. Prenons deux exemples, en allant d'abord en Amérique latine. À l'échelle mondiale, la Bolivie est un petit producteur de gaz, mais à lui seul, il détient les deuxièmes réserves de toute l'Amérique latine. Or, en 2006, le nouveau président, Evo Morales, a décidé de nationaliser le secteur gazier du pays en renégociant les contrats avec les compagnies étrangères. Et cette décision fait peser des incertitudes sur la production de la Bolivie, donc inquiète les pays consommateurs voisins, et en particulier le Brésil, qui est le premier importateur du gaz bolivien. Deuxième exemple, qui est plus proche de nous, c'est l'Union européenne. L'Union européenne importe aujourd'hui près de 50% du gaz qu'elle consomme, et cette part devrait atteindre 70% d'ici 2030. Ses principaux pays fournisseurs sont la Norvège, l'Algérie et bien sûr la Russie. 40% des importations de gaz de l'Union européenne viennent de Russie. Ce pays est donc un partenaire clé, car il détient les premières réserves mondiales de gaz. Alors arrêtons-nous un instant pour évoquer justement le cas de la compagnie Gazprom. Cette compagnie russe contrôle l'essentiel de la production et du transport de gaz en Russie. Elle est la troisième compagnie au monde en termes de capitalisation boursière. Elle emploie 300 000 personnes et génère à elle seule 25% des recettes budgétaires de la Russie. Mais Gazprom est surtout une société d'État qui est très liée au Kremlin et dirigée par un proche du président Poutine. Eh bien, cette situation inquiète l'Union européenne pour deux raisons. D'abord pour des raisons économiques. Pour répondre à la croissance de la demande en gaz intérieure et extérieure, il faudrait déjà que la Russie investisse 200 milliards de dollars dans le secteur de l'exploration, de la production et la construction de nouveaux gazoducs d'ici 2020. Parce que les principaux champs gaziers en activité, en Sibérie occidentale, sont en déclin, et que de nouveaux champs situés dans cette région, mais aussi en Sibérie orientale et en mer de Barents, qui ont de grosses réserves, demanderaient de gros investissements. Or, on constate, en fait, depuis plusieurs années,
que la politique de Gazprom est d'acquérir des concessions ou des compagnies à l'étranger, plutôt que de mettre en valeur ces gisements par des investissements. Conséquence, la Russie pourrait ne pas pouvoir satisfaire la demande européenne en gaz dans les années à venir et les prix sur le marché européen pourraient donc augmenter. Mais il y a aussi, c'est le deuxième facteur, des facteurs géopolitiques qui provoquent l'inquiétude. Dans un contexte où la Russie cherche à regagner son influence en Europe centrale, après l'entrée de nouveaux pays dans l'OTAN en 2004, l'élargissement de l'Union européenne en 2004 et en 2007, ou encore la révolution orange survenue en Ukraine fin 2004, le gaz est utilisé par Moscou comme un moyen de pression dans ses relations avec l'Europe. On se souvient peut-être qu'en janvier 2006, Moscou a décidé de suspendre toute exportation de gaz vers l'Ukraine pendant plusieurs jours, car celle-ci refusait l'augmentation des prix exigée par le fournisseur russe. Or, c'est par l'Ukraine que transitent 80% des exportations de gaz russe vers l'Union européenne. Alors on comprend que cette coupure de gaz ait suscité de vives inquiétudes en Slovaquie, en Bulgarie, qui dépendent à 100% de la Russie pour leur approvisionnement en gaz, mais aussi plus largement en Europe de l'Ouest. Au fond, la fourniture de gaz est aujourd'hui utilisée politiquement par Moscou pour faire pression, comme autrefois l'URSS avec les missiles SS-20. L'Union européenne peut chercher à diversifier ses sources d'approvisionnement. Il existe par exemple le projet Nabucco, qui est un gazoduc géant entre la Turquie et l'Autriche, long de 3400 km, et permettant d'acheminer du gaz de la Caspienne en contournant les gazoducs russes. Mais ce projet est très coûteux et peut s'avérer économiquement décevant si le gazoduc n'est pas relié aux champs iraniens ou aux champs kazakhs et turkmènes de l'autre côté de la Caspienne. Or aujourd'hui, le gaz venant d'Asie centrale est avant tout évacué par la Russie. Ensuite, l'Europe pourrait accroître ses importations de GNL, c'est-à-dire le gaz naturel liquéfié. Alors de quoi s'agit-il? Changeons d'échelle. Pour acheminer du gaz sur de grandes distances, il existe une technologie développée depuis les années 60 qui consiste à liquéfier le gaz pour le rendre plus dense et pouvoir le transporter par bateau. Cela suppose d'importants moyens, d'abord des terminaux de liquéfaction dans les pays producteurs, ensuite des méthaniers, ces énormes bateaux qui permettent de transporter le gaz liquide, et enfin des terminaux de regazéification à l'arrivée. En 2005, le GNL ne représentait qu'un cinquième du gaz transporté dans le monde, mais il s'agit là d'une technologie qui est amenée à se développer. Le Japon, par exemple, est de très loin le premier importateur mondial de gaz naturel liquéfié, ses principaux fournisseurs étant l'Indonésie, la Malaisie, l'Australie, Brunei et le Qatar. Le Qatar sera sans doute le premier exportateur mondial de GNL d'ici 2020. Ce pays investit massivement dans cette technologie car il dispose de 15% des réserves prouvées de gaz, soit une position de deuxième rang mondial derrière la Russie et à égalité avec l'Iran. L'Union européenne commence à parier sur le GNL, notamment avec les terminaux de regazéification qui sont situés en Espagne, ou aussi en France avec FOS 2 qui est en construction. Et ces terminaux permettent déjà d'importer le gaz d'Algérie, du Nigeria, d'Égypte ou encore du Qatar. Que peut-on retenir de tout cela? D'abord, la demande globale en gaz est en augmentation. Les réserves sont prometteuses, le gaz a un bon rendement énergétique et il pollue beaucoup moins que le pétrole ou le charbon. Sa combustion émet donc moins de CO2, peu d'oxyde d'azote, peu de dioxyde de soufre et pas du tout de poussière. Le gaz naturel liquéfié devrait représenter près de 40% des échanges mondiaux de gaz en 2020, permettant au marché gazier de s'internationaliser réellement. Le problème, c'est que les réserves de gaz sont concentrées sur quelques pays et Russie en tête. Or, on sait que ce pays n'hésite pas à utiliser cette énergie comme outil de pression diplomatique et économique. D'où la nécessité pour l'Union européenne, dont la Russie est le premier fournisseur, et parfois pour certains États membres le seul, de mettre en place une politique européenne de l'énergie en formant de grands groupes gaziers européens de taille mondiale. Sauf que cela va à l'encontre du dogme de libre concurrence prôné par Bruxelles.
C'est donc une contradiction forte que l'Union européenne devra résoudre dans les prochaines années.